Nous venons de fêter Noël, nous sommes en pleine fête de fin d'année. Ce sont des moments où nous prenons le temps de partager, d'apprécier l'affection des uns et des autres, de se retrouver, de rire, de sourire, surtout de partager des moments intenses d'amour avec nos enfants, nos petits-enfants. 2023, ça signifie que nous sommes déjà depuis de nombreuses années entrés dans une période obscure, pour ne pas dire d'obscurantisme, sous prétexte de faire avancer le progrès, c'est-à-dire, d'après les progressistes, je les désigne, vous savez très bien à qui je pense, de faire avancer le progrès. Mais le progrès n'a pas le même sens pour les uns ou pour les autres, selon qu'on est du côté des gens, du peuple, ou que l'on est du côté des gens qui ont atteint le pouvoir dans une organisation du vivre ensemble qui est inscrite dans la Constitution de la Ve République et qui confère à celui qui atteint véritablement le sommet un pouvoir exorbitant. Ce pouvoir était tout à fait adapté à l'époque où le général de Gaulle a fait rédiger la Constitution de la Ve République. C'était une période charnière où il fallait mettre fin à la colonisation. C'était une période qui suivait la Deuxième Guerre mondiale avec ses fractures, avec ses blessures. Il fallait penser le pays et surtout repenser son avenir. C'est ce qu'a fait admirablement le général de Gaulle. Alors, je n'encense pas le général de Gaulle pour le plaisir de l'encenser. Je fais simplement, et j'ai la possibilité de le faire parce que j'ai un âge qui me le permet, je fais simplement le bilan du travail effectué par les présidents de la République qui se sont succédés, notamment à partir, bien sûr, de la Ve République, à partir d'octobre 1958. Et là, je vais dire, comme on dirait, comme je vais reprendre cette expression, il n'y a pas photo, il n'y a pas, absolument pas photo. Après De Gaulle, c'est le néant, pratiquement le néant complet. C'est en fait l'argent qui a repris sa place, la spéculation, les riches, les ultra-riches, successivement avec Pompidou, le banquier Rothschild, ensuite avec Giscard, l'ultra-libéral qui a massacré le système financier français au profit du système financier mondial, surtout pour donner une place majeure à ses amis états-uniens, puisqu'il marchait dans la combine des états-uniens, une place majeure au dollar. Un dollar qui est aujourd'hui contesté par les BRICS, c'est-à-dire par cette association qui a vu le jour en 2011 pour contrer la domination, l'hégémonie occidentale, en particulier des États-Unis. Les BRICS, c'est l'association de l'Inde, de la Chine, de la Russie, du Brésil, de l'Afrique du Sud. Donc ces BRICS se contestent désormais très clairement et ils sont rejoints par d'autres pays, notamment l'Arabie Saoudite et puis d'autres qui veulent entrer dans les BRICS. Et puis, progressivement, eh ben, ces pays disent non, maintenant nous n'échangerons plus au moyen de l'unique billet vert dollar, maintenant nous allons échanger au moyen de nos monnaies locales. C'est la sagesse. Et puis, j'adhère moi totalement à ce concept de multipolarité qui a été énoncé par le président Poutine, le président russe, qui est un président avec beaucoup d'expérience et pétri de bon sens, et qui explique que mieux vaut la multipolarité que le mondialisme exacerbé qui nie l'individualité, qui nie les êtres humains, qui nie leur vie, leurs aspirations, qui tente à vouloir transformer les gens en zombies. Alors, l'idée de multipolarité n'est pas nouvelle. Je me souviens très bien, encore une fois, pour revenir à la période de Gaulle qui se félicitait d'avoir des relations très amicales avec beaucoup de pays au nom d'un concept qui s'appelait le non-alignement. Non-alignement sur quoi sur les vues dominatrices hégémonistes des Occidentaux à travers notamment leur bras armé qui était l'OTAN. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails historiques, ce n'est pas mon propos ce matin. C'est juste pour vous dire que voilà, nous arrivons en ce début fin d'année 2022 et début bientôt 2023 à un moment où
on peut basculer. On peut basculer, c'est-à-dire que Macron, qui est certes un exécuteur zélé des mondialistes, sans lesquels il ne serait absolument rien, exacerbe les tensions parce qu'il se sent en réalité en grande difficulté. Donc il a tout intérêt à accélérer la décomposition des structures sociales, humaines, économiques en France. Nous avons vécu cette période cauchemardesque avec l'arrivée de Macron. Alors, certains me font le reproche, me disent oui, mais vous faites une fixation sur Macron, vous faites une obsession sur Macron. Non, pour moi, Macron, tant qu'il n'était que secrétaire général de l'Élysée, ensuite quand il a été nommé par l'inconscient Hollande ministre, bon, je le considérais comme tous ces hommes politiques, comme tous ces personnages qui, à un moment donné, exercent des responsabilités au plus haut niveau. Je n'avais pas à hausser le ton, à durcir mon propos, dans la mesure où il n'était pas directement responsable, bien qu'il ait engagé des lois comme la loi El Khomri, qui a massacré le code du travail, qui a massacré les relations entre, entre les entreprises et les salariés, les employés. Mais voilà, dès lors qu'il a été élu, et dans des conditions tout à fait contestables, puisqu'on a bien vu qu'il y a eu une avalanche de fric sur sa personne, qu'il a occupé toutes les unes de tous les magazines, de tous les journaux, pendant un an et demi. L'argent qui a financé sa campagne est d'origine douteuse. Beaucoup d'enquêtes sont en cours, certaines ont abouti, mais c'est la justice qui pour l'instant ne peut pas agir parce qu'elle est sous le joug du pouvoir. Alors là aussi, je ne veux pas entrer dans les considérations concernant l'autorité judiciaire, parce que malheureusement, l'autorité judiciaire, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, hein, tous les juges ne sont pas concernés, bien loin s'en faut, mais il y a des juges qui ont été placés à des postes clés et qui empêche le bon fonctionnement de cette institution judiciaire qui ne peut pas faire avancer des dossiers qui sont des dossiers importants. En revanche, il y a des petits juges zélés, des procureurs zélés qui se sont permis d'emprisonner, de poursuivre des braves gens qui ne faisaient que manifester, qui ne faisaient que s'exprimer comme les y autorise notre Constitution, comme les y autorise tous les textes qui défendent les droits de l'homme. La charte des droits humains de l'ONU, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bref, on a oublié dans l'institution judiciaire, en tout cas un certain nombre de juges ont oublié quelle était leur véritable place, leur véritable fonction. Il n'y a pas que des lois qui sont votées quelquefois par des gens totalement ignares, pour ne pas dire imbéciles, hein, qui ne connaissent pas même pas le sens des mots qu'ils emploient pour rédiger les articles de loi. Or, les mots ont des sens qui peuvent varier. Et après, vous mettez ça dans des phrases qui vont constituer des articles de loi, qui vont être des articles répressifs. Je parle par exemple de l'homophobie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement ridicule, ça n'a absolument aucun sens, aucun sens. Je parle par exemple de l'outrage. L'outrage, c'est quoi? L'outrage, c'est simplement parce que des hommes arrivent, prennent le pouvoir comme Sarkozy et inventent le délit d'outrage. Voilà, parce qu'il a été bousculé quelquefois lors de ses visites. Bon. Et puis, sous la pression d'organisations militantes, combattantes contre les hétérosexuels, eh bien, on imagine un délit, une qualification d'homophobie. Qu'est-ce que c'est l'homophobie? La phobie, c'est la peur. La définition de la phobie, c'est la peur. Peur des homos. Les homos, moi je suis un homo sapiens. Je vous dis, on peut discuter de façon totalement interminable sur ces lois qui sont votées par des crétins et des crétines. Il faut dire les mots, il faut appeler les choses. Quand on était à l'école, que l'institutrice ou l'instituteur vous traitait de crétin, d'idiot, d'imbécile, hein, mais nos parents n'allaient pas envoyer en prison l'instituteur, n'allaient pas envoyer en prison le professeur. On savait que sur l'instant, eh ben, l'instituteur, l'institutrice, le professeur avaient parfaitement raison parce que l'enfant n'avait pas intégré, n'avait pas compris la leçon, n'avait pas retenu l'essentiel.
Donc il fallait le remettre dans l'apprentissage. Vous savez, c'est comme lorsqu'on apprend le solfège, la musique. Et tant que vous ne maîtrisez pas les gammes, vous ne pouvez pas jouer raisonnablement de la musique ou composer de la musique. Eh bien, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, nous avons affaire à une bande de gens qui profitent d'une élection souvent usurpée, qui n'a plus aucun sens. Je parle surtout des élus nationaux, en particulier les députés. Mais quand on sait que en fait, cette forme d'élection n'est plus du tout adaptée, puisqu'il y a une désaffection constante depuis 40 ans de la part des gens, des citoyens, désaffection, parce qu'ils voient bien, bah, c'est clair, c'est d'une inefficacité, ils sont d'une inefficacité, par exemple ces députés, ce sont que des godillots, ce sont des ramasseurs de fric sur le compte des contribuables, sur le dos des contribuables. À quoi servent-ils? Quand vous imaginez qu'un député nous coûte mensuellement 25 à 26 000 euros par mois, mensuellement, vous imaginez, c'est 3 fois, 4 fois ce que gagne en un seul mois, en une seule année, pardon, en une seule année, des millions de Français qui tirent le diable par la queue, qui ne peuvent pas s'en sortir. Donc, oui, on est entré, pour revenir à mon propos, dans une période d'obscurantisme avec des gens qui se sont installés au pouvoir et qui défendent des minorités, des délires de minorités, voilà, des transhumanistes, bref, des déviants, etc., etc. Et puis, eh bien, on a à côté de ça des gens qui sont des malsains, j'allais les appeler des portails organiques ou des pré-adamiques, pour ceux qui connaissent, et puis qui saisissent l'occasion, qui profitent de l'aubaine, de la faiblesse de la nature humaine en général, pour imposer des vues délirantes sur l'avenir de l'être humain. Hein, et ils veulent transformer, par le biais des biotechnologies, l'être humain en une espèce d'androgyne mi-technologique, mi-biologique, et pour le dominer. Et puis on met en avant la création de l'intelligence artificielle. Ce sont les robots qui demain vont dominer l'humanité. Mais tout ça, c'est du fantasme. Ça ne repose sur rien. Souvent, j'ai expliqué que pour apprécier la pertinence d'une loi, d'une décision, d'une règle que l'on veut imposer ou faire partager, il faut faire comme font toujours les scientifiques. Les scientifiques ont une règle, c'est l'observation. L'observation de quoi? De la nature. La nature, c'est notre université. Elle est une université permanente. Il suffit d'observer la nature. Vous allez aller dans un champ, vous allez aller dans un pré, vous allez observer un ruisseau, vous allez observer un torrent, vous allez observer la mer, le sac, le ressac, les vagues, etc. Vous allez observer la neige, les montagnes, vous allez observer les nuages, vous allez imaginer les profondeurs océaniques, abyssales, etc. Vous observez simplement la nature et vous avez la réponse. Vous observez la vie des animaux, les espèces vivantes, et vous avez la réponse. Voilà, à partir du moment où nous respectons le fonctionnement naturel des règles qui s'appuient sur ce fonctionnement naturel, peuvent être acceptées. Mais alors que non, que nous ne respectons pas, alors je vais prendre un exemple qui peut encore choquer parce que je vais être assez cru. Vous savez, moi, je ne suis pas un monsieur qui met en avant un dieu hypothétique qui organiserait tout. Je n'en sais rien, je n'ai pas les preuves. Donc, comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ou quand on me donne des preuves irréfutables. Mais je pense qu'il y a une création, et je le dis souvent. Je pense que la création, s'agissant de l'être humain, la création a fait vivre deux êtres. Un être féminin et un être masculin. Une femme et un homme. Il les a sexués. Comment? Eh bien, il a mis un vagin à la femme, un vagin, un réceptacle, et il a mis un pénis à l'homme. C'était clair que c'était pour que ces deux-là s'emboîtent. S'emboîtent pourquoi? Pour assurer par la procréation la perpétuation de l'espèce humaine. Point barre. Il n'est pas nécessaire d'aller au-delà. L'anus n'est pas la destination naturelle du pénis. Voilà. Je ne peux pas dire les choses autrement. Bien. Alors,
si on n'a plus le droit de dire ce qui est naturel, eh bien effectivement, on se comporte, les gens qui n'acceptent pas ça se comportent comme des eugénistes, des gens qui considèrent que ce qui règne sur la planète dans les espèces vivantes, c'est l'inégalité. Sans parler d'inéquité, c'est un autre concept, mais l'inégalité. Nous sommes tous inégaux. Ça veut dire que cet eugénisme, qui était l'idéologie des nazis, eh bien, on l'applique. Eh bien, aujourd'hui, c'est cela. C'est des gens qui sont au pouvoir, comme Macron, ce sont des eugénistes. Ils considèrent, par exemple, que, eh bien, il y a des élites. Ces élites sont là pour dominer les autres, parce que les autres sont des imbéciles, des crétins. Moi, je suis un imbécile, je suis un crétin. Vous qui me regardez, qui prêtez attention à mes propos, eh bien, vous êtes des imbéciles, des crétins, des ignares, des gens qui ne méritent pas de vivre. À la limite, c'est cela qui a, même pas à la limite, c'est ce qui anime l'esprit de Macron en permanence et de tous ceux qui le soutiennent. Voilà. Donc c'est gravissime ce qui se passe, d'où cette période d'obscurantisme que nous vivons depuis 2007. Depuis 2007, bon, elle avait été déjà enclenchée par Sarkozy, l'atlantiste agent de la CIA, qui a découpé en rondelles le patrimoine industriel de la France pour commencer à le céder aux États-Unis. Et alors, bon, une accélération dramatique, je dirais, avec Macron, qui lui n'hésite pas, grâce au cabinet McKinsey, grâce à BlackRock, grâce à toutes ces organisations financières, il transfère toute notre richesse, nos savoirs. Je pense à Alstom, je pense aux turbines, etc., dont l'entretien, par exemple, dans les centrales nucléaires, dépend des États-Unis, alors qu'il y a encore 15 ans, tout ça était géré directement par les entreprises françaises, notamment Alstom. Donc voilà, nous sommes dans cette période d'obscurantisme où des gens se permettent de vouloir imposer des concepts délirants, tout ça pour satisfaire des intentions de minorité. Mais ils n'ont pu progresser jusque-là que grâce à l'apathie, à l'absence de réaction de la majorité des gens. Hein, c'est le cas de certaines lois qui sont un grand danger, immense danger pour l'enfance. Je me tiens et je me répète, et là je suis tout à fait les propos de Poutine, un enfant a naturellement besoin d'un père et d'une mère. Il n'a pas besoin de deux pères, il n'a pas besoin de deux mères. Non, c'est contraire à la nature. Il suffit d'observer, c'est contraire à la nature. Pour que l'enfant acquiert un équilibre psychique, émotionnel, pour qu'il se sente bien dans sa tête, dans sa vie, qu'il ait des bons repères, il a besoin d'un père et d'une mère. Et ce n'est pas les divorces qui empêchent l'évolution, l'épanouissement de l'enfant pour arriver à la puberté, l'adolescence et à l'âge adulte. Vous avez beaucoup de gens qui sont séparés, mais les deux continuent à exercer leur autorité parentale dans la concorde. On a dépassé largement, et grâce d'ailleurs à une loi qui était la loi du divorce par consentement mutuel. C'est une loi excellente. Comme je disais récemment, il y a une loi qui est très bonne, c'est la loi de dépénalisation il y a 40 ans de l'homosexualité. Mais encore faut-il que les homosexuels ne perturbent pas la vie des hétérosexuels. L'orientation sexuelle n'a rien à voir avec les comportements sociaux, les comportements politiques. L'orientation sexuelle, les comportements sexuels relèvent exclusivement de l'intime, de l'intimité. Et chacun fait ce qu'il veut, mais il ne doit pas se servir de son orientation sexuelle comme une arme politique pour imposer des vues qui sont contraires aux lois naturelles. Voilà ce que je ne fais que dire cela, c'est tout. Et il est hors de question qu'on s'attaque aux homosexuels. J'ai des repères. Les repères, c'est le nazisme qui s'est attaqué de façon de façon dramatique aux minorités, les déficients mentaux, les homosexuels et les juifs, enfin, tout ce qui leur paraissait anormal. Et pour les nazis, c'était clair que vous n'étiez pas rien, vous étiez une minorité, vous étiez anormal entre guillemets. Donc le sujet n'est pas l'homosexualité, le sujet c'est de ne pas perturber son voisin parce que on a une orientation sexuelle. L'orientation sexuelle, ça relève encore une fois des plaisirs charnels que l'on prend, mais ça relève de l'intime.
Point barre. Ça ne doit pas donner lieu à la constitution de forces politiques, d'associations qui ont en leur sein ces fameux déviants dangereux, transhumanistes, eugénistes. Et là, je suis loin de mettre tout le monde dans le même sac. Cette mise au point étant faite, je voudrais simplement dire que, parce que je ne veux pas bavarder trop, c'est juste, je vous livre mes propos là ce matin, le dernier épisode de Macron, la fin de la Coupe du Monde, au moment de la finale face à l'Argentine, est un des épisodes lamentables, qui a montré ce qu'est ce personnage. Quand vous causez autant de mal à un pays, quand ostensiblement vous voulez faire avancer des concepts qui sont des concepts contre nature, quand ostensiblement vous montrez avec votre arrogance, votre suffisance, que vous méprisez les gens, que vous considérez comme un dieu, Jupiter, hein, pourquoi pas la galaxie Andromède. Quand vous avez ces personnages, vous vous dites, bon, toi Verdi, tu n'es quand même pas le seul à l'identifier. Eh bien, que vous découvrez que, finalement, au bout du compte, nous ne sommes pas si nombreux à l'identifier et à utiliser les mots qui conviennent pour qualifier le personnage et la situation qu'il crée. Une situation qui est catastrophique. C'est véritablement le chaos. Vous savez, c'est du ripollinage en permanence. En réalité, il est en train vraiment de gangréner la France, de la détruire dans toutes ses structures. Dieu sait que la France, c'est pas un pays comme chaque pays d'ailleurs dans le monde. Quand vous avez un peu voyagé, ce n'est pas facile d'établir la concorde entre, par exemple, plusieurs ethnies. Vous avez des pays qui sont constitués de 100, 200, 300 ethnies. Bon, en France, on a le régionalisme, hein, les Marseillais, les Bretons, les Ch'timis, les Bourguignons, les Aquitains, le Languedoc, enfin bref, les Auvergnats, les Savoyards qui sont attachés à leur indépendance. Bref, ça c'est un autre propos. Bon, ce n'est effectivement pas facile. Mais s'attaquer à ce point à l'homogénéité d'un pays, hein, qui a été acquise après de nombreuses secousses, dans le sang parfois, après des révolutions qui ont coûté la vie à des milliers de gens. Bon, pour que tout le monde s'entende, essaye d'avancer dans la même direction, en se donnant des règles communes acceptées. Le problème, c'est que aujourd'hui, le moyen d'accepter, qui est le vote, qui est le suffrage universel, il est totalement dépassé. Pourquoi? Parce qu'il a été, comment dire, perverti par l'argent. Et oui, par l'argent. Alors je ne vais pas encore entrer dans le détail, j'ai déjà fait cette démonstration. Voilà pourquoi je suis devenu un abstentionniste, parce qu'il faut absolument changer les règles de désignation des gens à qui on va demander de nous représenter. Aujourd'hui, vous savez très bien que ces députés à l'Assemblée nationale, qui ne servent rigoureusement à rien, qui cautionnent la présence de Macron, qui jouent à la guéguerre à l'intérieur de l'hémicycle, mais c'est un combat totalement stérile. Et va dire que je te balance du 49.3, et va dire que je te balance une motion de censure, mais bien qu'ils aient la possibilité de renverser le gouvernement et Macron, ils ne le font pas. Bien qu'ils aient la possibilité d'engager la procédure de destitution en vertu de l'article 68, de destitution de Macron, ils ne le font pas. Donc on voit bien que ces gens-là ne répondent pas à leur mission première, qui est de représenter le peuple, de faire en sorte que les règles qu'ils vont voter correspondent bien aux aspirations du peuple. Ils ne font pas. Donc c'est bien là, si vous voulez, la frustration de millions de Français depuis 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire que vous allez élire dans votre circonscription un député, mais lui, après, il part, il obéit à une société commerciale qui s'appelle son parti politique. Bon, voilà. Alors, encore une fois, je me suis déjà exprimé souvent là-dessus. Donc, Macron, c'est ça, il l'utilise. Je suis très sévère à l'endroit de Macron, mais il n'est quand même pas totalement stupide. Macron, il sait quoi? Il sait qu'il faut fermer la gueule à ceux qui risquent effectivement de faire prendre conscience aux autres. Il lui faut impérativement, s'il veut se maintenir au pouvoir, neutraliser les vrais opposants. Et les vrais opposants, on ne les trouve pas du tout, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. C'est Louise Michel qui disait ceci. Louise Michel, c'est la Commune, en 1871. Vous pouvez tuer l'homme, mais vous ne tuez pas l'idée. Donc Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas retenu cela. Il essaie de tuer l'homme. Il essaie d'empêcher ceux qui ont la conscience, qui ont la lumière en eux,
de s'exprimer, de crainte qu'il ne éveille les autres. Regardez, il a emprisonné le professeur Fourtillon. Là, il vient d'emprisonner le capitaine Alexandre Juvin Brunet. Pourquoi? Parce que ces gens-là exprimaient une intention claire qui était plus qu'une intention, qui passait dans l'acte concret. Bon, on voit bien que là, on est sous un régime Ceausescu, roumain, on est dans les régimes dictatoriaux, fascistes, les plus horribles, les plus odieux. D'autant que Macron porte en permanence le masque. C'est là où j'en reviens à cette finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. On voit un individu exubérant qui est là, qui se comporte comme un gamin, attardé, qui saute, qui bouge, bref. On ne comprend pas très bien parce que théoriquement, à cette hauteur, quand on occupe cette fonction, on s'oblige à une tenue, à un minimum de tenue. On a le droit de s'éclater ensuite dans les vestiaires, etc. Peu importe. Mais face à des caméras, face à des centaines de millions de personnes qui regardent, vous donnez une image un peu bizarre, pour être gentil, bizarre de la personne que vous êtes. Alors on regarde du mal qu'il cause, en particulier à certaines catégories de Français. Je pense aux millions de gilets jaunes qu'il a massacrés. Les effusions de Macron, auprès par exemple de Mbappé ou même de Deschamps, sont apparues très clairement à beaucoup de gens. Si j'en juge par les commentaires que j'ai lus, plus de 700 commentaires de ma dernière vidéo, sont apparus ces effusions particulièrement déplacées, voire indécentes, mais surtout d'une insincérité totale. Et c'est cet individu-là qui réussit à imposer des situations qui ont été contestées, je parle de cette fameuse crise, qui réussit à imposer parce qu'il est aux ordres des lobbies financiers, des lobbies pharmaceutiques, à imposer des crises qui auraient été naturellement endiguées au bout de quelques mois si on avait suivi simplement le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire ne pas nuire et soigner. Et on voit là l'étendue de la corruption du corps médical, à l'exception, je le dis bien, des soignants qui ne sont scandaleusement pas réintégrés, alors qu'en Italie, Madame Meloni les a réintégrés. Alors quand je vois des gens de gauche encore traiter Madame Meloni de fasciste mussolinienne, et qui soutiennent la présence, qui ne gênent pas la présence de Macron, je veux dire, ça me conforte dans l'idée que j'ai bien eu raison de prendre mes distances avec ces faux opposants de gauche. Mais ils sont tous des faux opposants, que ce soit la gauche, la droite, le Rassemblement national, tous ces gens qui siègent à l'Assemblée nationale, à part peut-être une dizaine, à part un Dupont-Aignan, par exemple, à part un Houpert au Sénat, et d'autres, quelques-uns, qui ferraillent véritablement pour la liberté. Donc voilà, j'en termine. Je voulais juste vous faire part, moi, de mon sentiment. Et je n'ai pas d'informations précises à vous donner, c'est juste ma réflexion, sans retenue, sans autocensure. Je pense que la crise ukrainienne va trouver son aboutissement dans les mois à venir, mais qu'elle a eu ce résultat, elle aura eu ce bon côté, c'est qu'elle a accéléré la prise de conscience de millions, de centaines de millions de gens que, au-delà des apparences, au-delà du fait que ces plateformes numériques détiennent en réalité le pouvoir, il y avait à reprendre soi-même les rênes. Tenez par exemple, plateforme numérique, Facebook a accepté de débourser 750 millions de dollars parce que Facebook se permettait de donner des informations confidentielles à qui le demandait. Vous voyez, n'importe quel organisme. Vous voyez, donc ce sont des gens qui sont pas mus par des intentions très louables, très saines. Donc au-delà de tout ça,
au-delà de ce déversement de contre-information, de désinformation qui a pu troubler les gens, eh bien, il y a cette réalité. Cette réalité, elle est têtue, elle va s'imposer, je pense, dans le courant de l'année 2023. Il y a tellement d'études, de vérités qui remontent à la surface. Il y a de plus en plus d'endroits sur la planète, de pays, d'États qui font marche arrière par rapport à une certaine crise, hein, où on a décidé d'abandonner toutes les mesures coercitives, privatives de liberté. Ce n'est pas le cas en France parce que nous continuons à avoir un psychopathe qui a été élu dans des conditions absolument discutables, très discutables. Il nous faut simplement réunir les preuves. Voilà, juste mon petit bavardage au cours de cette période qu'on appelle la trêve des confiseurs, pour vous dire de ne pas vous décourager. J'ai moi des exemples, effectivement, même dans mes proches, de gens qui se sont fait injecter et qui se retrouvent à avoir attrapé cette fameuse soi-disant maladie qui permet au Big Pharma de se faire un fric. Pas possible, pas possible, pas possible. Vous ne pouvez pas imaginer les bénéfices, les dividendes engrangés par les actionnaires de ces Big Pharma grâce à cela. Or, on sait très bien, Rainer Fulmich et d'autres ont travaillé sur la question. On sait très bien que tout ça a été une manigance, est une arnaque monumentale, quoi. Une arnaque monumentale. On ne peut pas exclure le fait qu'à un moment donné, il y ait effectivement des pics épidémiques. Hein, c'est vrai, ça existe, bien sûr, il ne faut pas être idiot. Mais très très vite, quand est apparue cette soi-disant crise, eh bien très très vite on s'est rendu compte que bon, c'était un épisode assez classique, somme toute. Voilà. Allez, continuez à rester dans un état d'esprit qui est un état d'esprit tout simplement positif. Encore une fois, le bien-être est ce qui vous maintiendra en bonne santé. Et on peut atteindre le bien-être de diverses façons. À chacun de voir celle qui lui convient le mieux, qui convient le mieux à ses proches, à sa famille, à son épouse, à ses enfants, etc. Y compris les homosexuels. Moi, ils ne me dérangent en aucune façon. Ce qui me dérange, ce sont les minorités déviantes qui veulent agir contre des lois naturelles. Bon vent à tous, cultivez le bien-être, portez-vous bien, prenez soin de vous.